En gros, le paranormal, c'est le bordel. Voilà. En gros, c'est un joyeux bordel. C'est le bordel des histoires qu'on se raconte, soit quand on veut faire le malin, soit quand on tripe vraiment, soit quand on boit des bières la nuit dans une tente et qu'on veut se faire flipper un petit peu, quoi. N'empêche que dedans, on peut essayer de structurer un petit peu parce que il y a des grands thèmes qui reviennent et il y a des choses qui sont très intéressantes et qui en disent long sur nous et qui en disent long sur notre appréciation du savoir. Alors je vous ai listé ici un peu les grandes catégories. Alors il y a des polémiques là-dessus. Comment on fait des catégories dans les phénomènes paranormaux, dans les trucs étranges. Il y en a qui sont de certaines écoles, d'autres et tout. Moi je m'arrange avec un truc un peu sommaire comme ça. Le surnaturel, les mancies, les pseudosciences, les pseudomédecines, les mensonges industriels et pharmaceutiques, les désinformations, les propagandes politiques, les mélanges sciences et idéologie, notamment religion et science par exemple, et puis les pseudo-histoires et la pseudo-économie, qui est un sujet qui mériterait d'être plus creusé, mais on n'a pas d'économistes dans notre équipe, donc c'est un appel s'il y a des économistes qui veulent travailler sur les mensonges économiques et les théories foireuses qui parfois amènent à des grands cracks boursiers non prédits par les théories classiques néolibérales du moment. Nous sommes très intéressés. Alors, si on prend paranormal dans le dico, j'ai pris par exemple le Trésor de la langue française, qui est le dictionnaire que vous trouvez sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Paranormal, qui n'est pas absolument normal, qui est en marge de la normale, de la normalité. Bon, en gros, ça, on peut rien faire avec ça, quoi. Vous voyez, c'est juste... déjà, il faudrait définir ce que c'est que le normal. Vous voyez, donc ça pose pas mal de débats. Les philosophes connaissent bien ce problème posé par Canguilhem. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique, par exemple. Et là, ça serait qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est scientifiquement normal et qu'est-ce qui n'est pas normal. Il y a plein de choses qui sont anormales sur le plan scientifique et qui se sont révélées vraies pour autant. Donc là, cette définition n'est pas utile. Par contre, celle-ci est intéressante. On la retrouvera plusieurs fois, fait dont l'existence même est contestée et qui ne pourrait être expliquée que par l'intervention de forces inconnues, forces au sens large, forces, ondes, énergie, entités surnaturelles, etc. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors dedans, évidemment, dans le paranormal, on rangerait, selon cette définition, les phénomènes de lévitation, la théorie entre guillemets des chakras, les méthodes soi-disant extraordinaires qui ont permis l'érection des Moai de l'île de Pâques. Vous connaissez certainement ces statues-là qui sont assez étonnantes de prime abord. Et puis les complotismes de type Illuminati. Voilà. Le surnaturel, alors pour s'y retrouver aussi dans le surnaturel, on a essayé de subdiviser ça en catégories. Et bon, vous avez la catégorie dite des miracles. Alors, dedans, vous avez les guérisons miraculeuses, des gens qui se rendent à un lieu et pour lesquels il y a un résultat thérapeutique direct. Pensez à Lourdes, pensez à Notre-Dame de la Salette, par exemple, qui est très proche d'ici. Voilà. Les apparitions miraculeuses, le sang qui coulerait de certaines statues, des liquides qui sentent la rose, qui couleraient de certains objets religieux, voilà, des objets miraculeux. Il y en a certains qui ont vraiment... fait Flores, comme on dit, qui ont été extrêmement connus. Je pense notamment au suaire de Turin. Je vous ai mis une petite reproduction de l'image 3D qui est soi-disant incrustée dedans. Le suaire de Turin, tout le monde voit ce que c'est, cette histoire de suaire de Turin. Un linge qui fait à peu près 3 mètres et quelques de haut, qui est en toile de lin et qui est présenté parfois à certains moments, une fois très récemment d'ailleurs. Et ce linge... En 1898, si je ne me trompe pas, un type qui s'appelait Segundo Pia prend une photo, c'était les débuts de la photo, et il tire le négatif, et en prenant le négatif, il se rend compte qu'il y a l'image de Jésus qui est vraiment, enfin l'image de Jésus telle qu'on se l'imagine, qui est représentée dedans, et donc il en tire l'idée que, enfin la chrétienté s'en empare en disant, vous voyez, c'est la trace du flash de la résurrection de Jésus lors de sa résurrection, il y a plus de 2000 ans, quoi. Et donc l'investigation s'est faite. Alors il y a eu un peu de chance là-dessus, je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais en 1988, les scientifiques ont réussi à obtenir de Turin, de l'évêché de Turin, le droit de prélever des morceaux de ce suaire pour voir si effectivement est-ce qu'il avait des caractéristiques miraculeuses et puis ne serait-ce qu'en termes de datation, est-ce qu'il correspond vraiment à l'époque de Jésus de Nazareth. Si tant est que Jésus de Nazareth ait physiquement existé, et je ne veux pas lancer une polémique maintenant, mais effectivement, il y a controverse sur l'existence de Jésus de Nazareth, ce qui en soi n'est pas un problème pour les croyants, puisque heureux ceux qui croient sans avoir vu, comme on dit, on peut très bien croire à la figure et à la morale de Jésus-Christ, sans pour autant être attaché à l'historicité du personnage physique, qui est peut-être composite de plein de personnages différents. De toute façon, ce dont on est sûr, c'est que si Jésus de Nazareth existait, il serait probablement né en -4,
avant lui-même, ce qui pose déjà un problème de datation, si vous voulez. Donc il y a 2-3 trucs comme ça qu'il faudrait revisiter. Et donc ils ont envoyé en aveugle des échantillons du suaire de Turin, donc ils ont autorisé la découpe. Et la datation en carbone 14 situe le linge au XIIIe siècle à peu près. Donc ça fait un peu tard pour la résurrection de Jésus, quoi. Donc on sait à peu près où il est né, ce suaire. Je ne peux pas être trop long, mais Brock notamment a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et il avait retrouvé les lettres de départ, en fait, et le linge de Turin, le suaire de Turin. Je mets entre guillemets suaire, parce que c'est peut-être pas un suaire d'ailleurs. Ce linge-là aurait été, pour la première fois, narré. On aurait raconté sa présence à Troyes, du côté de Liré, à côté de Troyes. Et après, il aurait été transité par Chambéry, il aurait été gardé par des Ursulines à Chambéry au XIXe siècle d'ailleurs. Il y a même eu un incendie qui l'a un peu endommagé à cette époque. Puis après, les Italiens nous l'ont piqué. Ils nous l'ont piqué à nous, les Savoyards et autres Dauphinois. Et ils l'ont embarqué chez eux. Voilà, mais c'est pas le seul objet comme ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle le sang de Saint-Janvier. Vous savez, c'est une chasse qui est présentée à Naples 3 fois par an, avec un liquide coagulé dedans et qui est brandi devant la foule. Et il est censé, si cette substance se liquéfie, alors l'année sera bonne, alors que s'il ne se liquéfie pas, ça risque d'être terrible, il peut y avoir même une éruption du volcan à côté et tout. Et donc, mais par contre, là, les religieux n'ont pas accepté l'investigation, alors qu'une spectrographie dedans pourrait permettre de dire long sur ce sujet, mais ils n'ont toujours pas accepté. Donc il y a toujours un rapport un peu ambigu entre science et religieux autour de ces objets, hein. Ça dépend beaucoup de si les curés, quoi, si les responsables, les clercs sont d'accord pour laisser l'investigation se faire. Et puis vous avez la sorcellerie, les envoûtements, les hantises. C'est un domaine vraiment tellement vaste que je ne vais pas le détailler maintenant, mais je pense que ça fait écho très vite à aussi bien des sujets comme l'exorcisme classique ou les films dont on tire des exorcismes assez spectaculaires, les hantises, les maisons hantées et autres, qui sont un sujet qui perd un peu de son aura. Il y a plus grand monde qui nous appelle, par exemple, pour qu'on vienne investiguer des maisons hantées. Mais il y a des raisons à ça, en fait, des raisons scientifiques. C'est que quand vous allez visiter une maison hantée, ce qui nous est déjà arrivé, hein, la dernière en date, c'était en Savoie d'ailleurs, c'était à l'abbaye de Beton-Betonnay. On nous avait relaté des bruits étranges. Et en fait, c'est combien de temps vous restez dans une maison hantée pour être sûr qu'il n'y a rien ? Vu que vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, vous venez avec quel matériel ? Vous venez avec un filet à papillon ou un compteur Gégère et puis vous passez 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, si vous trouvez rien, quand c'est que vous considérez qu'il n'y a vraiment rien, quoi ? Donc c'est déjà assez compliqué de savoir avec quel matériel on vient. Et puis, je ne veux pas casser complètement le délire, mais sur les cas de maisons hantées, généralement, ce sont souvent les bruits qu'on relate sont souvent des bruits qui sont liés à des oiseaux de nuit. Et c'est étonnant, mais quand des oiseaux de nuit marchent sur un plancher et quand ils se logent dans un grenier, par exemple, ils ont tendance à faire des pas qui ressemblent étrangement à des pas humains. Il y a des cas plus anecdotiques, mais vachement rigolos. On nous raconte des histoires de maisons hantées où, en fait, c'est souvent des grandes maisons ou des usines désaffectées. Il y a des gens qui disent « Ah, j'entends des bruits et tout ». Alors, ils y vont par équipe. C'est souvent des lycéens ou des étudiants de L1, L2 bourrés qui vont faire ça. Et alors, ils entendent effectivement des bruits, mais en fait, c'est une autre équipe de L1, L2 qui sont venus aussi. Et ils se font peur les uns les autres. Enfin, bon, c'est génial. Donc c'est difficile de détricoter ce qui relève de l'anecdote et ce qui relève de l'alcoolémie latente du L1 et L2. Bref, voilà. Et puis vous avez les phénomènes psy. Dans le surnaturel, on range parfois ça, les phénomènes psy, ce qu'on appelle parfois la parapsychologie, c'est-à-dire l'étude des capacités de l'humain que l'humain ne connaîtrait pas forcément. Alors ça peut être parfois la capacité de l'humain à capter des messages de l'au-delà. Je pense par exemple à la transcommunication instrumentale, que j'ai noté ici TCI, c'est-à-dire des méthodes qui essayent de rentrer en contact avec des personnes décédées. C'est assez à la mode en ce moment, notamment autour d'un personnage qui s'appelle le Père Brune et qui vend beaucoup de livres sur ce sujet et qui dit être en mesure de détecter des messages de l'au-delà. Je vous en reparlerai, je crois, dans un cours prochain. Le spiritisme, j'en ai déjà touché un petit mot. Ça, c'est les exogènes, ce qui viendrait de l'extérieur. Puis vous avez les perceptions extrasensorielles que vous connaissez probablement, hein, la clairvoyance, la précognition, la télépathie. Et puis vous avez tout ce qui est PK, c'est-à-dire psychokinèse, macro-PK, etc. Tous les déplacements d'objets à distance, plus ou moins gros, les effets physiques ou biologiques qui permettraient d'avoir des déplacements de la matière sans contact connu. Voilà pour le surnaturel en gros, puis les ovnis E.T. qui sont un petit peu sur le côté, à la marge, comme ça. Les mancies, c'est un domaine qui est extrêmement riche sur le plan de la psychologie, en termes d'interprétation. C'est le terme scientifique pour désigner les arts divinatoires. Alors, je ne vous ai pas mis la liste des arts divinatoires à notre disposition, parce qu'il y en a près de 600 recensés. Et je ne veux pas dire qu'il en est tous les jours, mais pas loin. J'ai découvert avant-hier qu'il y avait quelqu'un qui proposait la scatomancie, c'est-à-dire...
Bon, c'est filmé, je ne vais pas vous le décrire, mais enfin, vous chercherez scato en grec, vous regarderez ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, les plus connus, c'est quoi? La chiromancie, l'étude des lignes de la main, l'astrologie, que vous connaissez évidemment, la numérologie, la cartomancie, l'omphalomancie, j'en ai mis 2-3 qui sont, enfin pour rigoler quoi, l'omphalomancie, l'étude du nombril des nouveau-nés pour savoir ce qui leur arrivera plus tard, omphalos en grec c'est le nombril, l'ologimancie c'est l'étude des hurlements de chiens la nuit. Et puis la ruspicine, art étrusque, qui est un peu perdu de mode, puisque les Étrusques, voilà, bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 2000 ans. La ruspicine, l'art des aruspices, c'était de parfois ouvrir des macabées et regarder comment les organes étaient faits. Alors des fois, ils faisaient ça sur des poulets ou sur des lapins. Les histoires racontent qu'ils faisaient ça parfois sur des corps humains. Mais on a retrouvé des objets hein, qui servent... Enfin, il y a toujours un objet de façon de support à ça. Là, je vous ai mis par exemple des runes, ce qu'on appelle des runes. Là, je vous ai mis des tarots de Marseille qui sont des supports. Il y a un support qui permet, en interrogeant le support, alors on peut arriver à dire des choses sur vous et dire des choses sur votre avenir. Vous avez ici, je vous ai mis un exemple d'objet étrusque. C'est ce qu'on appelle le foie de plaisance, qui est un objet qui fait à peu près cette taille, qui est en bronze. Et dessus, il y a des endroits... Enfin, en regardant le foie de quelqu'un ou d'un animal, on pourrait, en fonction des endroits où il y a des protubérances, deviner à quel dieu il faisait référence. Une sorte d'astrologie, si vous voulez, mais basée sur l'étude d'un organe. Voilà. Et alors, les mancies sont dites descriptives. Elles vous parlent de vous. Elles sont censées parler de vous et de vous dire qui vous êtes dans votre moi profond. Et puis, c'est là où elles deviennent un peu plus dangereuses. C'est qu'elles sont prescriptives. C'est qu'elles peuvent vous dire, tiens, vous devriez faire ceci ou faire cela. Et alors, quand parfois ces mancies prescriptives arrivent dans la sphère politique, là, ça commence à poser des problèmes. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats à l'époque de François Mitterrand, quand on savait qu'il traînait beaucoup avec cette dame qui est connue sous le nom d'Elisabeth Tessier, qui était astrologue, et on se disait dans quelle mesure sa présence à elle influe sur les décisions du président français. En ce moment, il y a une grosse polémique en Corée du Sud aussi avec une personne qui était semi-évangéliste, semi-chamaniste, qui avait une influence sur le gouvernement. Elle est en prison en ce moment. Enfin, c'est un sujet que vous pouvez prendre d'ailleurs. Il y a même des gouvernements entiers qui sont indexés à des sortes d'astrologie. Je pense au gouvernement du Myanmar, l'ancienne Birmanie. Voilà, c'est des sujets d'ailleurs vous pourrez creuser. Hein. Il y a vraiment des choses intéressantes à regarder sur le plan politique. L'influence de ces méthodes-là sur le plan politique. Alors, les mancies, c'est un sujet qui est vraiment assez propice parce que dans notre démarche, l'idée c'est de nous dire, j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est de nous dire, est-ce qu'on est vraiment face à des gens capables de lire quelque chose qu'on n'aurait pas pu savoir autrement, ou bien est-ce qu'on peut expliquer ce qu'ils sont en train de nous dire par des méthodes de psychologie classique? Parce que si on arrive à l'expliquer par des méthodes de psychologie classique, l'hypothèse que ces gens aient un don n'est plus nécessaire, voyez, pour expliquer ce qui se passe. Si moi-même, en bossant un peu de mentalisme et en bossant un peu de probabilité et en bossant un peu de psychologie sociale, j'arrive à faire la même chose, et c'est en gros le cas hein, pour l'instant, j'arrive à peu près faire la même chose que des gens qui sont des astrologues ou des chiromanciens, alors l'hypothèse que ces gens aient une capacité particulière n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Ce principe-là, je vous le redirai tout à l'heure, c'est un principe qui s'appelle le principe du rasoir d'Occam ou principe de parcimonie des hypothèses. Peut-être vous connaissez déjà ce terme-là. Ici, j'ai mis une image qui a sauté aussi, vous auriez vu. Peut-être c'est tant mieux, en fait, on ne la voit pas. C'est un monsieur qui regarde les fesses d'un autre monsieur. Et c'est un monsieur qui s'appelle Ulf Il a lancé, enfin, il n'a pas lancé, il a récupéré alors ça peut s'appeler pygomancie ou rumpologie. C'est l'étude de l'arrêt de vos fesses et du pli fessier pour lire votre avenir. Il fait ça à Meldorf, en Allemagne. Mais vous avez aussi aux États-Unis 2-3 personnes qui font ça, notamment une assez connue qui est la maman de Sylvester Stallone, qui fait ça. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Vous pouvez donc vous faire regarder votre raie pour anticiper votre avenir. Voilà. Les pseudosciences, on dit bien pseudo, la racine pseudo, elle vient du grec pseudes qui signifie mensonger. Ça ne veut pas dire qu'on estime que les gens qui défendent ça sont des gens qui mentent, c'est pas ça. Mais c'est pour bien pointer le fait que ce sont des disciplines dont on sait maintenant qu'elles ne fonctionnent pas, mais que les promoteurs continuent à dire qu'elles fonctionnent. Vous voyez, il y a comme une résistance aux faits, quoi.
Alors, je ne peux pas vous en montrer plein, mais on en verra au gré du cours, hein. Je vous en montre certaines. Moi, j'ai une grosse affection pour ces théories-là parce qu'elles en disent long sur le racisme latent qui a prévalu pendant les siècles derniers et qui est encore présent sous certaines formes encore maintenant. Là, je vous ai mis la phrénologie de Franz Joseph Gall, pardon. C'est les années 1820 à peu près. Phrénologie, c'est-à-dire l'étude du crâne d'un individu, et en fonction des bosses et des creux qu'il aurait sur le crâne, on pourrait deviner certains de ses caractères innés, et notamment ça a permis de lancer les grands courants dits de criminalistique comme celui de Lombroso, où on essayait de deviner si une personne était à potentiel dangereux, est-ce qu'on pouvait détecter des traces de nomadisme ou de mendicité. Il y avait la bosse de la mendicité, la bosse de la déviance sexuelle. On présumait qu'en regardant les bosses du crâne, on pouvait deviner le caractère inné d'un individu dont il ne pourrait se départir. Vous avez un excellent passage sur la phrénologie dans le film Django Unchained de Quentin Tarantino. Peut-être vous avez vu ce film-là. Si vous l'avez vu sur TF1 il y a quelques jours, il a été tronqué à plusieurs endroits, ça fait polémique. Il y a eu censure de quelques passages, mais il y a une scène où Leonardo DiCaprio parle de phrénologie. Je vous encourage à regarder ce film au moins pour ça. Et puis, alors je sais pas pourquoi, mais mes images, il y a des images qui bug. Je vous ai mis une super image. Il y avait une main qui apparaissait en bleu. C'est dommage, elle n'est pas là. Je sais pas pourquoi. C'est ce qu'on appelait les lectures d'aura, et ça a été à la mode dans les années 20 et 30. On essayait de voir est-ce qu'il y a un corps astral ou une forme vibratoire autour des individus qui pourrait être mise en évidence. Et il y a un monsieur qui s'appelait Kirlian, Semyon Kirlian, qui prétendait qu'avec ces images-là, il avait montré qu'il existait comme ça une forme vibratoire autour, et qu'il a appelé l'aura, enfin que d'autres appelaient l'aura aussi. Et en fait, maintenant, on sait que ce phénomène en question est un phénomène qui est assez proche de ce qu'on appelle parfois les feux de Saint-Elme. Vous voyez, ces espèces de décharges, de début de décharge ionique, d'irridation sur les piolets de montagne ou sur le haut des... Si vous avez lu Tintin au Tibet, il y a 2-3 cas comme ça où on voit comme ça, c'est presque le frémissement d'un éclair, si vous voulez. C'est des phénomènes... L'effet Corona, ça explique ce phénomène-là, c'est une sorte de décharge pas complète dans un milieu ionique avec un gros différentiel de potentiel. Ça a été exploité notamment pour faire des jouets qui étaient plutôt à la mode il y a une dizaine d'années. Vous savez, des espèces de boules à plasma, là, et on mettait son doigt et ça faisait une décharge bleuâtre très jolie, là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc malheureusement, ce n'est pas une lecture de l'aura. Si l'aura existe, en tout cas, ça ne marche pas. Il y a la radiesthésie. Alors voilà, malheureusement, je constate qu'il y a des images qui ont sauté et je ne sais vraiment pas pourquoi. Je suis très étonné, mais tant pis. La radiesthésie, c'est facile, hein, c'est l'utilisation d'un pendule, généralement un pendule, pour détecter des objets qui sont perdus. Les agroglyphes, alors ouais, je suis navré, mais j'avais mis un super agroglyphe. L'agroglyphe, c'est le nom savant pour montrer les crop circles, c'est-à-dire pour désigner les dessins à forme géométrique ou cachant des codes qui sont réalisés dans des champs de blé, alors réalisés par des extraterrestres, par des entités surnaturelles, par des esprits de la Terre, on en reparlera dans un cours prochain, ou est-ce que c'est par des artistes qui s'amusent ou des étudiants de L1, L2 qui s'amusent dans la forêt. Et puis il y a des lieux légendaires. Alors, donc ici, normalement, vous aviez un super triangle qui était là, un peu de la forme du triangle des Bermudes. Les lieux légendaires, voilà, c'est des lieux où il se passe des choses étonnantes, soit des accidents en nombre étonnants, comme dans le triangle des Bermudes, par exemple. Et là, je vous ai mis l'exemple du triangle de la Burle, parce que nous avons, nous aussi, un lieu comme ça un peu bizarre, qui recouvre une partie de l'Ardèche, qui est, si ma mémoire est bonne, un triangle qui serait entre le mont Gerbier-de-Jon, le mont Pilat et le mont Mézin, il me semble, et dans lequel il y aurait eu plein de choses extraordinaires qui seraient passées, etc. Donc, il y a un groupe d'étudiants qui a pris ce sujet-là. Ouais, mais alors, j'hésite toujours à vous donner la fin de l'histoire, parce que mon idée à moi, c'est d'essayer de vous donner envie d'aller creuser ces sujets. Est-ce que vraiment il y a un triangle qui s'appelle le triangle de la Burle dans lequel il se passe des choses? Alors, je vous évente un peu la fin de l'histoire. Le groupe d'étudiants a travaillé sur le sujet, ils se sont renseignés, ils ont regardé est-ce que vraiment tous les accidents qui étaient recensés d'avions, notamment, ils étaient réels. La réponse était presque, mais pas tous. Une bonne partie de ces accidents n'étaient pas dans le triangle, ça faisait un peu foireux pour le triangle, quoi. Ils étaient plus en dehors que dedans. Et en fait, ils ont remonté le fil petit à petit. Qui a parlé le premier de ce triangle de la Burle? Et se sont rendus compte que tout remontait à 1949 et à un monsieur qui s'appelle Jean Perrard, qui était un auteur de romans. Et donc, contrairement à ce que pouvaient raconter les 30 histoires les plus mystérieuses qui avaient fait 2-3 documentaires là-dessus, et ben en fait, tout part d'un roman. Alors, ils ont essayé de contacter l'auteur, mais il était déjà décédé. Mais tout part d'un roman, en fait. Et vous voyez que le travail des journalistes sur ce genre de sujet est plutôt laxiste, on va dire. Et là, je vous avais mis
dont je suis maudit. On ne voit pas mon image. Je vous avais mis une image de géoglyphe de Nazca. Vous connaissez peut-être ces dessins là. Vous savez, là j'avais mis un colibri. Ces dessins qu'on voit soi-disant que du ciel et qui représentent des formes soit d'animaux, soit il y a un petit truc qui ressemble un peu à un astronaute qu'on retrouve dans une plaine une plaine qui s'appelle la Pampa Infierno au Pérou. Et l'histoire dit que justement, comme on les a décelés que par avion, alors on ne peut les voir que du haut. Donc si on ne les voit que du haut, c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui viendraient d'ailleurs, de l'au-delà, de soucoupes volantes potentiellement. Ça pourrait être des pistes d'atterrissage pour des soucoupes volantes. Ce qu'on appelle parfois la théorie des anciens astronautes.